Quand ma grand-mère est décédée, je me suis dit, mais qui va être garant de nos cultures en fait? C'est l'héritage en fait. C'est tout simplement ce désir que ce ne soit jamais oublié. Pourquoi on me dit tout le temps que je fais de la danse orientale, de la danse du ventre? Pourquoi nos danses, personne ne les connaît? C'est hyper important de se reconnecter à ce qu'on est vraiment. Je peux pas me trahir et j'ai pas le droit de trahir les miens. Les cultures amazighes, ce qu'elles disent, c'est on a le droit d'avoir plein de gens différents avec plein de rites différents. Et en fait, on arrive à vivre ensemble. En France, on dit les berbères quand on veut parler des amazirs. Perso, je préfère dire amazir qui veut dire homme libre, alors que berbère, ça veut dire barbare. Mais en tout cas, c'est de ce peuple constitué de différentes tribus qui habitaient l'Afrique du Nord avant les colonisations arabes et européennes que je veux vous parler aujourd'hui. Et plus précisément de la jeunesse amazigh qui se bat pour une culture qui disparaît petit à petit et dont la langue était encore interdite il y a quelques années au Maghreb. C'est un vrai mouvement qu'on voit émerger au travers de la danse, de la musique ou encore du tatouage. Je suis d'abord allée voir la danseuse et styliste Raïssa Ley pendant une séance d'habillage avec la rappeuse Neira. Ça fait 2 ans que Raïssa apprend aux jeunes femmes amazighes à s'habiller avec des bijoux traditionnels qui ont chacun une signification et un lien avec leur tribu d'origine. Hey Naira, ça va? Et toi? Ouais, bienvenue. Ça fait plaisir. Je suis trop contente. Ouais. On va faire un look de malade aujourd'hui. Let's go. Yes. Les bijoux, c'était le livret A des femmes. Donc, plus elles avaient de bijoux, plus elles se constituaient en fait leur patrimoine financier à vie. Et chaque bijou a une place particulière et une fonction particulière. Chaque élément a sa symbolique. Je te tiens. Voilà. Ma mère est marocaine. On vit à Casa, mais ma grand-mère est originaire d'un petit village qui s'appelle Souiria. Et on vient d'une tribu qui s'appelle les Regrega. Alors, peut-être on va commencer par ça. J'aime pas. J'ai quand même mis une pièce tunisienne parce que je la trouve incroyable et je me suis dit que ça tirait trop bien. Et du coup, ouais, un central comme ça, tu vois. Je me considère comme chanteuse de rap parce que je mélange le rap, la chanson, mais surtout dans les sonorités, je mélange toute la culture nord-africaine que j'ai reçue en héritage, donc que ça soit dans la manière de chanter, dans mes textes, dans les sons, les éléments de prod qu'on met dans nos instrumentales. On essaye vraiment de sampler des choses qui ont influencé et impacté mon enfance. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères étaient tatouées sur le visage, sur les bras, sur les jambes. Ce trait symbolique sur le menton, pour moi, représente la fertilité, l'alignement, l'intégrité au sens de ce que je dis, ce que je pense et ce que je ressens sont exactement sur la même ligne. Je traîne des douleurs sous la peau, j'en fais des couleurs dans ma vie. Je me suis levée plus que tôt, qu'est-ce que je fais là? À ton avis, j'ai rien à perdre, tout a donné, j'arrive, personne ne m'attend. Ma bonne étoile ne cesse de briller, j'ai prié pour avoir la patience. Moi, ça me donne beaucoup de joie, de fierté. J'ai envie de les soutenir. Ça donne beaucoup d'espoir et ça ravive aussi en fait, les axes de transmission. Parce qu'à travers le rap, elle arrive à parler de ça tellement naturellement que moi, direct, je me suis reconnue. Et c'est ça la beauté en fait, des identités amazighes, parce qu'il y en a plusieurs aussi. C'est de prendre ce qui nous parle, ce qu'on connaît, et de l'exacerber et que ça parle aux autres directement en fait. C'est hyper émouvant quoi. Ouais, là ça m'a mis un peu lâché. Je te comprends pas. Bon, yes, on est là. On va pas pleurer tout de suite. Hein. Non, en plus je me suis maquillée. Un truc qu'on voit tes ongles un peu. Raïssa parle de matrimoine amazigh parce que ce sont les femmes qui sont garantes de la transmission dans cette culture. Mais aujourd'hui, ces traditions, qui sont surtout orales, sont en passe de disparaître. Les traces écrites datent de la colonisation et présentent une image exotisante qui ne convient pas aux jeunes amazirs. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en faisant ce reportage, j'ai eu du mal à trouver des images actuelles de femmes amazirs.
Celles que je vous montre là viennent d'un documentaire du réalisateur Malik Bourkash, Hazar, dont la démarche est justement de les filmer avec un autre point de vue. Je vois rien avec les lunettes. Je sais même pas où sont mes yeux, genre... Ah. Nayra et Raissa aussi veulent créer de nouvelles archives. Tandis que Nayra inclut des sonorités amazighes dans sa musique, Raissa, elle, mélange les danses traditionnelles avec l'influence du hip-hop et du walking, une danse popularisée par la scène LGBTQIA+, afro-américaine et latino aux États-Unis. Parfois, la diaspora, donc les gens comme moi qui sont issus de l'immigration, qui sont nés en France, ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas eu tous les éléments de transmission orale, ils ne maîtrisent pas tous les éléments culturels. Ça a été mon cas. Merci pour celles qui viennent pour la première fois. Donc ce soir, c'est un cours de fusion wak amazigh qui consiste à fusionner, mélanger la danse waking avec des danses amazighs. Donc on va essayer de travailler les deux en dissocié et après de combiner le tout. Ce que je retrouve en commun entre les danses amazighs et la danse waking, c'est la fierté, représenter une identité, représenter une culture. Et puis, certes, le waking est né de la communauté LGBT, mais rapidement, ça a été approprié aussi par des femmes pour véhiculer un certain empowerment. 1, et on monte. 2, on va aller taper derrière. Et la tête ne bouge pas, on reste classe, voilà. 3 et 4. 1 et 2, 3, 4. L'idéal quand on fait ce mouvement en fait, autour de la tête et n'importe quel autre mouvement de waking autour de la tête, c'est d'être le plus proche possible du menton. Attention, que claque, ou bien le nez, ou bien les lunettes, moi j'ai tout fait dans ma vie. Donc je peux vous recommander d'à peu près votre sternum, chacune est faite différemment, de poser ce fameux point là, cette fameuse phalange d'index, ici. Voilà. C'est sûr qu'en fusionnant le waking et la danse amazigh, je vais moderniser la danse amazigh. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir une danse à une communauté. Il y a facilement des centaines et des centaines de danses qui sont parfois méconnues ou même abandonnées, puisqu'il n'y a plus personne pour les transmettre. On est une culture orale. Et il est important de vraiment les préserver et de les transmettre. C'est un enjeu de valorisation déjà, d'éducation, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et ensuite, effectivement, dans la foulée, de transmission et de préservation, de sauvegarde également. Ce que je trouve fort dans l'approche de nombreux jeunes amazighs, c'est que même en cherchant à préserver leur tradition, ils veulent faire bouger la culture, la faire vivre dans le présent en y intégrant des codes ultra modernes. Et pour parler de ça, il fallait absolument que j'aille voir Sarah alias Cyclone. Elle s'est dit que les grands-mères amazighs feraient bon ménage avec un setup à la Cyberpunk 2077. Et pour ça, elle a créé le Cyber Shaabi. Le Shaabi, c'est un genre musical qui est né en opposition aux chansons arabes. Et donc Cyclone prend le Shaabi et le mélange avec des sons électro et de la musique de jeux vidéo. Bonjour. Ici Cyclone. Merci d'être là pour Albeit. Et ouais. Cyber Shaabi, c'est un style que j'ai inventé parce que je savais pas trop me reconnaître en fait dans des genres de musique. Du coup moi c'est un mélange de bass music et genre de la drum and bass, de la dubstep et du Shaabi. Et en fait le Shaabi c'est ça veut dire musique populaire en arabe. Et en fait, tu as du Shaabi dans toute l'Afrique du Nord, même en Égypte et tout. Et le Shaabi, pour chaque région, il veut dire quelque chose de différent en termes musical.
ça arrête pas de voyager. Donc moi je me disais, moi aussi je fais du shahabi parce que genre je viens juste prendre des références populaires en fait et je les mélange avec de la bass music quoi. Donc moi c'est même pas, j'ai choisi le cyber, c'est en mode, pour moi ça collait à l'esthétique dont j'avais l'habitude. Voilà, on arrive au dernier morceau. C'est bizarre pour les gens parce ils dansent bizarre en fait. Et en fait j'aime bien parce que des fois dans le public ils dansent un peu comme les danses que je vois en fait au Maroc. Et en fait je les oblige à danser. C'est trop marrant parce qu'ils savent même pas d'où ça vient en fait. La transmission elle passe aussi par là. Moi mon rôle en fait c'est peut-être de un peu plus normaliser ce genre de rythme qui n'existe pas dans la musique électronique quoi. Je crois que le truc qui me marquait le plus quand j'étais petite, c'était les mariages au Maroc. Et en fait, c'était les nfr. Genre, je montre ou pas? Ouais, vas-y. Nfr. On voit pas trop là. Mais du coup, c'est une très grande trompette qui se joue à deux, en harmonie du coup. Et du coup, moi, genre, ça m'a trop marqué en fait. Donc j'étais là en mode, je vais trop faire ça. Sauf qu'il y avait que des hommes qui en faisaient, mais à cette époque, j'avais pas le prisme homme-femme. Je me disais juste, je vais faire une fur. Et voilà, j'ai fait du violon finalement. Moi, j'ai renoué avec la culture amazigh par la musique parce que, en gros, mon cousin, il m'a envoyé des instruments. Il est dans une troupe de Gnawa, Shahabi, et il est au Maroc. Et il m'a envoyé les instruments qui jouent quoi, dans cette troupe de Gnawa. Et en fait, il m'a envoyé juste des vidéos de WhatsApp de comment ça se jouait. Et du coup, j'ai appris comme ça, par WhatsApp, les morceaux, enfin, les instruments quoi. C'est un enjeu majeur de faire vivre toutes les cultures qui sont en train de disparaître. Et moi, pour moi, l'enjeu majeur, vraiment, c'est d'essayer de penser un futur avec ces cultures. Et en fait, de ne pas se laisser impressionner par le fait qu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de ressources et tout. On a le droit d'exister aussi avec nos codes et notre époque et tout, etc. Et ce qu'ils nous ont donné, c'est trop bien. Mais genre, nous, maintenant, c'est à nous de créer les nouveaux codes amazigh. Et ça peut être tout, quoi, en fait. Ça peut être tout. Ça ne fait que quelques années que les langues amazighes sont reconnues comme langue officielle au même titre que l'arabe au Maroc et en Algérie. Pendant longtemps, elles étaient bannies et stigmatisées, tout comme le tatouage au visage, qui sont encore très mal vus. C'est pour défendre la symbolique de ces tatouages et les messages cachés qu'ils transmettent qu'Aïda a décidé de partager son art au grand public. Premier tatouage que j'ai fait, j'avais 11 ans et je tatouais mes copines dans les toilettes du collège à la lame de rasoir et à l'encre de Chine et je faisais déjà des symboles amazighs. La partie que je préfère dans mon travail, c'est quand je reçois des photos de grand-mère, d'arrière-grand-mère et que je peux raconter à la petite fille qui me les apporte ce que portait sa grand-mère. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les tatouages qu'elle portait racontaient leur histoire aussi. Et quand par exemple, je peux dire à une cliente, je crois qu'elle a perdu un enfant, et que derrière, elle va questionner sa mère, et que finalement, je la revois 3 mois après pour faire des retouches, et qu'elle me dit, tu sais pas quoi, j'ai appris par ma mère qu'en effet, elle avait perdu un enfant. Enfin, et en fait, c'est tout ça, et tous ces échanges, finalement, sont l'occasion de faire en sorte qu'en tout cas, ces clients que j'ai en apprennent plus. Au-delà de la culture, c'est l'histoire de leur famille qu'ils viennent aussi chercher, en fait. Ma vocation à moi, mon aspiration, elle est vraiment d'être le plus fidèle possible à ce qui se faisait avant. Je n'invente pas de motifs, je n'essaye pas de styliser les compositions, je l'essaye de les rendre le plus fidèle à ce qui se faisait. Du coup, tu as les 2 lignes, et puis tu vois, en dessous, je l'arrête un peu avant. Ouais. Mais ce qui m'importe, c'est que de face, on ne voit pas où ça se termine, finalement.
mais qu'on garde cet équilibre de la centrale qui est plus haute que les deux adjacentes. J'ai adoré rencontrer des gens et même instruire quand je pouvais ou échanger avec des clients qui ont une connaissance extraordinaire sur leur culture aussi. On m'a souvent dit « Est-ce que tu penses que ça va tomber dans l'oubli ?» Quand je regarde un petit peu mon travail, je tatoue entre 300 et 350 personnes par an. Je me dis que finalement, à mon échelle, en faisant ça, il y a peut-être un peu plus de chances qu'en tout cas ce soit jamais vraiment oublié ou que ça continue d'interroger. Aïda fait le choix de tatouer tout le monde, qu'il soit ou non amazigh. Pour elle, rendre ces rites accessibles fait partie de la philosophie de son peuple du moment que ses clients comprennent le sens des symboles qu'ils inscrivent sur leur peau. Elle m'a même expliqué qu'il a toujours été normal pour les tribus amazighes de tatouer des étrangers de passage pour les protéger. C'est pas gratuit, c'est pas une mode, ça a toujours énormément de sens pour elle. La façon dont j'essaye de faire réfléchir les gens à ce qu'ils vont se faire, je leur demande vraiment de réfléchir à leur histoire, à ce quoi ils aspirent, et la dynamique elle est là finalement, et en fonction de ce qu'ils me racontent, je vais piocher et puiser dans les symboles qui seront en corrélation toujours avec leurs valeurs. L'esthétique finalement a presque plus tellement d'importance puisque finalement la composition fait écho avec eux et avec leur histoire et que c'est ça qui est important. Et avec chacun d'entre eux, on a une proximité et ils se livrent vraiment quant à leur histoire. Et tout ce que je dessine est toujours en corrélation avec leur vie, leur passé, leurs aspirations. Ce qui m'interpelle chez la jeunesse amazigh, c'est que leur lutte pour la préservation de leur tradition ancestrale n'est pas seulement importante pour renouer avec leurs racines, mais aussi importante pour dessiner un futur pour toute une culture. Pour qu'elle continue d'exister, ils la transforment en y ajoutant leurs propres références pour ne pas la laisser figer dans le passé. En créant des ponts entre leur identité française et amazigh, ils aboutissent à une troisième culture, à l'image du monde de plus en plus hybride dans lequel nous évoluons. C'est dur en fait d'être d'Afrique du Nord aussi parce que tu sais pas si t'es marocaine, tu sais pas si t'es nordaf, tu sais pas si t'es amazigh, tu sais pas si t'es franco-marocaine, tu sais pas si t'es française d'origine. Enfin, en fait, amazigh c'est une identité politique. C'est l'identité de la liberté en fait pour moi.